Yvette Baller et Bernard Cousty ont repris à leur compte la devise des chiffonniers « Débarrassez-vous de ce qui vous gêne ». Or, ce qui gêne ces deux amants, ce sont leurs conjoints respectifs. Et dans cette France des années 1970, où il est encore difficile de divorcer, ces deux amants diaboliques vont avec aplomb, machiavélisme, organiser, mettre en scène la mort de ces deux gêneurs. 23 février 1970, Yvette et René Baller, un couple de quincailliers très respectable de la petite commune de Bourganeuf dans la Creuse, se rend à Brive pour assister à un congrès de chauffagistes. Sur le chemin du retour, Yvette, malgré une lancinante migraine, prend le volant de la Ford Taunus. La visibilité est mauvaise et les petites routes sinueuses de la région, réputées pour leur dangerosité. Pour gagner du temps, le couple Baller décide de couper au plus court et emprunte la route départementale 7 bis à destination de Saint-Bonnet-Briance. Mais pour des raisons inconnues, la voiture va quitter la route et basculer dans un ruisseau avant de prendre feu. Robert Valade, gendarme, sera un des premiers à arriver sur les lieux de ce qui n'est encore qu'un accident de la route. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis allé constater un accident avec un collègue. J'ai vu une voiture calcinée qui était sur le côté gauche de la route et j'ai vu un cadavre dans la voiture, un monsieur qui était brûlé vif, enfin qui était brûlé dans sa voiture. Lorsque je suis arrivé, Madame Baller était déjà évacuée. Elle a été, paraît-il, blessée, mais enfin arrêtée, elle n'avait rien. Mais elle avait été évacuée sur l'hôpital de Limoges. Seul témoin de cet accident, Yves Grandot, un chauffeur routier arrivé sur les lieux du sinistre quelques minutes après la sortie de route de la voiture. Le chauffeur du poids lourd qui a été entendu, c'est lui qui a dit que Madame Baller remontait le fossé lorsqu'il y a eu cet accident et que la voiture prenait feu. La presse régionale se fait l'écho de ce tragique accident qui endeuille la commune creusoise de Bourganeuf. Gérard Boras, journaliste au Populaire du Centre, sera pour le compte de son journal dépêché sur ce mortel accident de la route. Sur Bourganeuf, c'était un commerçant connu, un enfant de Bourganeuf et des environs. Un ancien mineur devenu commerçant, un bosseur, un gars sympa, bien connu dans la ville. Bon. Donc le décès en lui-même avait quand même frappé la population. Pour compléter son papier, Gérard Boras prend contact avec le correspondant local qui indique aux journalistes que l'affaire sent le soufre. Le correspondant téléphone en disant que ce serait bien de venir faire un tour à Bourganeuf parce qu'il y a quand même quelques rumeurs qui circulent sur cet accident et que c'est peut-être pas un accident. Mais on en est simplement aux rumeurs. On sait une chose, c'est qu'elle a un amant. On les a vus ensemble, les voisins les ont vus en voiture. C'est difficile de se cacher dans une petite ville. Tout le monde commence à parler de cette affaire et chacun y va de son commentaire en disant que c'est elle qui l'a tué, que c'est l'amant qui l'a tué. On ne sait pas trop. Les gendarmes qui poursuivent leurs investigations relèvent également quelques invraisemblances dans les déclarations de Madame Baller, interrogée sur son lit d'hôpital. On avait constaté que c'était lui qui conduisait, on avait mis que c'était lui qui conduisait. Il était coincé au volant, c'était tout à fait logique, le côté où il se trouvait. Et elle était passagère, puisqu'elle avait pu sortir. Mais où ça s'est compliqué, c'est que 2 ou 3 jours après, le collègue est allé l'entendre, lui a pris sa déclaration, et lorsqu'il est revenu à la brigade, il a dit « mais c'est elle qui conduisait, c'est pas lui qui conduisait ». Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas sortir de la voiture si elle conduisait, parce que la porte avant gauche était coincée contre les arbustes. Donc elle était morte dans la voiture si elle avait été conductrice. Elle ne pouvait pas sortir, c'était pas possible. Comment Yvette a-t-elle pu s'extirper de la voiture accidentée ? Comment expliquer qu'une de ses chaussures ait été retrouvée de l'autre côté du véhicule alors qu'elle y être restée sans connaissance? Autant de questions qui sèment le doute et commencent à mettre à mal la thèse de l'accident.
25 février 1970, l'avis de décès de René Balaire est publié dans les pages locales du journal. Mais à Bourganeuf, le cynisme se mêle à la tristesse. Le regretté René Balaire le serait-il vraiment? Jeudi 26 février, le village est réuni dans la petite église pour pleurer l'enfant du pays. Manque à l'appel, Madame Yvette Balaire, en état de choc, dit-on, sourire aux lèvres. Pour de nombreux Bourgagnots, la veuve joyeuse n'a pas le cran de se prêter à la mascarade de l'enterrement de celui dont elle souhaitait la mort. René Balaire est conduit vers sa dernière demeure. Mais c'est tout un village qui fulmine et réclame vengeance. Le cocu brûlé vif doit retrouver tout son honneur perdu. La dépouille de René Balaire ne va pas reposer en paix bien longtemps. En 1970, les moyens mis à la disposition de la gendarmerie ne sont pas suffisants pour établir que cet accident est un meurtre. Le plan semble donc avoir parfaitement fonctionné, mais c'est sans compter avec la rumeur qui court, enfle dans ce petit village de Bourganeuf. À cette époque, on passe plus de temps chez les voisins à deviser qu'à regarder la télévision. Et ce qui délie les langues, c'est la liaison adultère d'Yvette Balaire. Quand Yvette rencontre René Balaire en 1952, elle comprend que l'avenir lui sourit enfin. La jeune fille mère vient de trouver un père d'adoption pour son petit garçon Gérald. Les tourtereaux convolent en juste noces le 5 décembre 1957, mais le cliché est trop beau, le bonheur et la passion vont rapidement s'émousser. René Balaire n'est qu'un simple ouvrier, mais son ambitieuse épouse le convainc d'acquérir une imposante quincaillerie, rue Zizim, la rue commerçante de la ville. Roger Dutheil était un camarade de classe du décédé René. Il tenait lui-même un commerce en face de la quincaillerie des Balaire. Elle était connue comme quelqu'un de pas très recommandable ou sérieux. C'était une étrangère. Alors que René Balaire, c'était un Bourgagnot. Oui, ça avait toute la différence. C'est une bête curieuse, on ne la connaît pas, cette femme-là. Donc on s'intéresse, on essaye de... C'est une étrangère. C'est une étrangère, et l'étrangère en général, dans ces petites communes, je ne dis pas qu'il est suspect a priori, il n'y a pas le délit de faciès, mais on le regarde quand même, il n'est pas adopté d'emblée. Cette madame-là, quand elle était jeune fille, elle passait déjà pour quelqu'un d'assez léger. La preuve, c'est qu'elle avait déjà eu un enfant. Hein. Donc, son mariage, même avec Balaire, avait déjà fait un petit peu jacasser les gens, parce qu'on se doutait ou on pensait que si elle se mariait avec lui, c'était tout simplement parce que c'était pour se mettre peinarde. Avec ce mariage, Yvette aurait décroché un passeport pour la vie facile, mais également un visa pour la morosité. Derrière la caisse enregistreuse de sa quincaillerie, Yvette voit sa vie se draper d'ennui jusqu'à ce jour de printemps 1960 où un fringant agent EDF pousse la porte de son commerce. L'homme qu'elle attendait depuis tant d'années, celui qui conjugue comme elle à la perfection les verbes réussir et paraître, s'appelle Bernard Cousty. Il avait la prestance du monsieur, toujours en costard, tiré à 4 épingles, propre sur lui. C'était un commercial. Lui, c'était le monsieur bien sapé, et le mari, c'était l'artisan du petit bourg, bleu de travail, la casquette, le béret, je crois que c'est la casquette qu'il portait, etc. Bon, il était humble, il était discret, effacé, et je pense que déjà dans le couple, ça devait jurer un petit peu. L'insatisfaite Yvette Balaire, en proie à des querelles conjugales, commence à se rêver au bras du fringant Cousty. Mais le beau Bernard est lui aussi déjà engagé. 17 juin 1953, Bernard Cousty épouse la discrète Ginette Freland. Le couple s'installe dans le village familial de Lavavet-les-Mines et tient en gérance une petite épicerie Coop.
La construction d'un solide pavillon leur confère une certaine aisance, mais il en faut plus à l'ambitieux monsieur Cousty. Bernard se rêve en homme respecté, il sera agent commercial EDF. Roland Cauvin, collègue de travail de Cousty, et sa femme Marcelle se souviennent de cet homme ambitieux. Au départ, c'était un démarcheur. Et puis la dénomination finale a été agent commercial. Et ce qui fait que on a l'impression que, enfin, il donnait l'impression d'être absolument indispensable pour que l'entreprise puisse persévérer, enfin, obtenir de bons résultats. 1960, les Cousty s'installent à Aubusson. Ils auront une petite fille, Michel. Bernard Cousty soigne son plan de carrière et cultive les absences. Le commercial qu'il est devenu passe le plus clair de son temps sur les routes pour démarcher sa clientèle, mais également pour retrouver sa maîtresse, Yvette, qui vit à 50 km de là. Il vivait vraiment à l'écart de la société à Aubusson. Moi, c'est mon impression. Hein. Nous, personnellement, on ne savait pas qu'il fréquentait cette dame. Hein. Yvette et Bernard vont pourtant brûler d'une folle passion pendant plus de 5 ans. La libération des mœurs donne peut-être des ailes aux amants, mais l'adultère reste pour beaucoup une calomnie. Dans les années 69-70, dans un couple, quand on se marie, c'est pour la vie. À moins que la vie ne vous endeuille prématurément. Un accident est si vite arrivé. Et les mauvaises langues de dire que la mort de M. Balaire arrive justement à point nommé. Henri Bernier, journaliste au quotidien La Montagne, a lui aussi été dépêché sur ce fait divers. Il se souvient des protagonistes de ce qui n'est encore qu'une sombre affaire de mœurs et de rumeurs. Alors, je pars sur un accident qui serait en réalité un crime. Mais il n'y avait pour l'instant encore aucune preuve. C'était une supposition. Cette rumeur qui serpentait, mais comme un véritable serpent à travers la ville. Alors, cette liaison connue qui était affichée avec Cousty choquait énormément les gens. On pensait aussi qu'elle aurait pu peut-être avoir une liaison, mais être beaucoup plus discrète. Et il y en a un des deux qui disparaît, qui laisse la place libre à l'autre. Et c'est ce que les gens ont vu en extrapolant, en disant « bon, bah, maintenant, il va pouvoir s'installer là. » Voilà. Et c'est ce qu'a pensé le fils aussi. Le fils, Gérald de Balaire, orphelin de père pour la seconde fois. Le jeune Gérald, anéanti par ce deuil, doit en plus faire face à cette calomnieuse rumeur qui circule dans la ville. Sa mère serait une meurtrière. Pour faire taire ces écœurants ragots, pour redonner à Yvette Balaire une dignité perdue, Gérald demande à ce que lumière soit faite sur cet incident. Ce garçon, il a eu un soupçon sur la mort de M. Balaire. Et il a été le dire à la gendarmerie. Une enquête est ouverte. Gilbert Tinet, juge d'instruction, est en charge de ce dossier. Il commence ses investigations sur la voiture carbonisée. On a vu cette voiture qui était dans un état épouvantable. Tout l'arrière avait brûlé, même tout l'intérieur, tout ça a été complètement carbonisé. Mais ce qui a attiré immédiatement l'attention de l'expert, c'est que le devant de la voiture où se trouve le moteur, évidemment, était à peu près intact. On n'avait pas l'impression que le feu était parti du moteur. C'est le travail de l'expert de voir ça, et je me souviens que l'expert... Il a eu cette réflexion qui m'avait frappé tout d'un coup. Il se retourne vers moi après avoir tourné autour de la voiture pendant 10 minutes, avoir gratté à droite et à gauche. Il m'a dit « Monsieur le juge, cette voiture-là, on y a foutu le feu. » Ah! Ça me donne simplement des éléments qui m'obligent à aller voir ailleurs, à chercher autre chose. Alors donc ça, c'est la voiture. Bon, maintenant, il y a le corps, quoi. Ce que nous cherchions, c'est de savoir comment cet homme était mort. Est-ce qu'il était mort uniquement dans l'incendie ou est-ce qu'il s'était passé quelque chose après? Autrement dit, on cherchait à voir s'il n'avait pas été homicidé avant par projectile d'arme à feu ou des choses comme ça.
c'était notre seule chance, parce qu'un coup de couteau, on l'aurait jamais trouvé. Hein. Sur un corps carbonisé, c'est fini, quoi. Le juge d'instruction fait alors exhumer et autopsier le corps de René Balaire quelques jours seulement après son enterrement. Très vite, bon, on a passé les morceaux de ce corps à la radio, et alors il y a eu le coup de théâtre, si je puis dire, c'est qu'on a découvert dans le rachis lombaire, alors approximativement dans la partie basse de la colonne vertébrale, une image à la radio de profil d'un projectile de revolver ou de pistolet. La forme ogivale d'une balle. Là, vous imaginez, hein, y a de l'ambiance dans le laboratoire quand on voit ça. Hein. On se dit, voilà un monsieur qui est mort dans un accident, mais le problème, c'est qu'il avait une balle dans le rachis lombaire, quoi. Hein. Bon, alors il y a des questions à se poser, quoi, et à poser à d'autres personnes, surtout, quoi. Alors là, c'est la galopade dans ces cas-là. Et des questions, la police en a posé à Yvette Balaire. On a dû lui mettre, je pense, la balle sous le nez en disant « Et ça, d'où ça vient ?» quoi. Alors, s'est effondré très vite. D'après ce que j'ai su, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Elle était dans un état que l'on devine quand même. Et puis, ce n'était pas une criminelle professionnelle, loin de là, hein, pauvre femme, c'est vrai. Elle n'a pas la résistance de nos gangsters professionnels. Yvette Balaire passe aux aveux et donne le nom de son complice Bernard Cousty. J'inculpe successivement et au vu des déclarations qu'ils ont fait, Monsieur Cousty, d'homicide volontaire avec préméditation, c'est le mot officiel pour assassinat, hein, et puis Madame Balaire de complicité, parce que c'est pas elle qui a tiré, mais elle en a fourni les moyens, puisqu'elle conduisait la voiture, il y avait un rendez-vous, etc., de complicité d'assassinat. Voilà. À défaut d'être à décharge, la requête de Gérald va mener sa mère et son amant tout droit derrière les barreaux. La rumeur était donc bien fondée, le quincaillier n'est pas mort accidentellement. Les circonstances de son décès restent encore obscures pour les enquêteurs qui ne sont pas au bout de leur surprise. L'affaire des amants diaboliques ne fait que commencer. Mars 1970, Yvette Balaire et Bernard Cousty, confondus et incarcérés, sortent de la maison d'arrêt de Limoges pour participer à la reconstitution du guet-apens tendu à René Balaire. Journalistes et enquêteurs se retrouvent sur le bord de la départementale. Tous attendent de comprendre ce qui s'est réellement passé ce 23 février au soir. Il est 20h quand le couple Balaire quitte Brive. Yvette est au volant et conduit son mari non pas à leur domicile, mais directement à la mort. Bernard Cousty, flanqué d'une fausse barbe, pour ne pas être reconnu par son ennemi Balaire, va jouer les autostoppeurs pour faire s'arrêter la voiture. C'est un scénario qui avait été prévu à l'avance. Pour que l'autostoppeur puisse entrer dans la voiture et s'asseoir au siège arrière, il fallait que le mari descende. Et c'est ce qu'attendait donc Cousty. Et ils se sont insultés, ils se sont pris à partie. Monsieur Balaire a arraché à Cousty sa fausse barbe, c'était tellement ridicule. L'autre l'a frappé avec une clé à molette. Il a essayé de l'assommer, mais Balaire était quand même très vigoureux. Et alors c'est là qu'il a sorti un pistolet et qu'il a tiré sur lui et qu'il l'a tué. Alors il a fallu ensuite mettre le corps dans la voiture. Il a fallu propulser la voiture jusqu'au petit pont. Il a fallu la basculer dans le ravin et puis y mettre le feu. Sur le lieu de la reconstitution de ce que l'on peut maintenant appeler un crime, l'ambiance est lourde. Les deux amants, que tous surnomment désormais les diaboliques, vont mimer les moments clés de ce macabre guet-apens. Rien ne vaut le fait de remettre
les inculpés dans les conditions les plus proches possibles des faits, de façon à cerner le rôle respectif des deux dans l'assassinat Balère. L'affaire Cousty-Balère fait la une des journaux et les heures belles de la presse à scandale. Alors qu'Yvette et son mari René Balère revenaient tous deux de Brive, un autostoppeur, un homme barbu, avait surgi dans la lumière des phares. René Balère, descendu du véhicule, avait aussitôt reconnu Bernard Cousty, l'amant de sa femme. Et on connaît le dénouement. C'est à la justice qu'il appartient désormais de confondre et de punir les coupables. La culpabilité des deux amants ne fait aucun doute. Mais quelques zones d'ombre restent à éclaircir. Qui est à l'origine de ce macabre projet? Pourquoi? Qui a mis le feu à la voiture? Où est l'arme du crime? Quand on se trouve dans un dossier où bien il y a plusieurs co-inculpés, dont généralement, en toute fraternité, chacun se rejette la responsabilité sur les autres. On ne peut pas leur en vouloir, c'est de bonne guerre. Ils étaient trois, il y en a un qui est mort, et les deux autres, c'est pas moi, c'est lui. Bon, ce qui est classique et banal. Alors on est là pour essayer de savoir qui a fait quoi. Au début de l'affaire, c'était un couple d'amants qui avaient la conviction que leur destin était lié, était inséparable l'un de l'autre. Et alors, au fur et à mesure que le temps passait, ce bloc a éclaté. Et elle a pris conscience que son destin passait par une séparation d'avec son amant. Hein. Séparation, je veux dire, du sort pénal, quoi. Elle commençait à le haïr parce que elle avait pensé arriver à un sommet, peut-être dans la société, et elle se retrouvait là, au plus bas de l'échelle, si l'on peut dire. Hein. Sur le lieu du drame, Yvette Balère prend certainement conscience de la monstruosité de son acte et de sa déchéance. Prise d'un malaise, elle est raccompagnée en cellule. La reconstitution se poursuit à quelques kilomètres de là, vers le barrage de Chantegrel, le lieu présumé où Cousty a jeté l'arme du crime. Devant un Bernard Cousty hébété et frigorifié, des hommes grenouilles vont fouiller en vain les eaux troubles de l'étang. Il était là, sur le bord de la route, avec une couverture sur le dos, il faisait froid. Et j'ai eu le culot d'aller lui parler, d'aller lui dire, mais quel est celui qui a eu l'idée? Comment ça vous est germé dans l'esprit? Quelle est celle ou celui qui a eu le premier l'idée de ça? Ah, vous savez, on ne sait pas, on ne sait plus. Il arrivait à faire pitié. Ce type, son visage était défiguré, et par les larmes, il était devenu tout rouge. Et il pleurait sans arrêt, il était là, solitaire, mais dans une solitude absolue, parce qu'il n'y avait pas de sympathie autour de lui. Le sémillant Bernard Cousty n'est plus qu'un effroyable assassin. Le commercial d'EDF, l'Apollon de Bourganeuf, a perdu toute sa superbe. Journalistes et policiers enquêtent, décortiquent le passé du ténébreux et s'interrogent. Car au moment où il commet son crime, Bernard Cousty est veuf. Veuf depuis quelques mois. On apprend que sa femme est morte il n'y a pas bien longtemps. Et elle est morte le soir du réveillon de Noël. Donc déjà ça, quelque chose d'intéressant. C'est vrai, c'est pas banal, quoi. C'est pas banal. Et elle est morte à la suite d'une grippe. On commence déjà à se dire que il y a peut-être autre chose derrière. Que s'est-il donc passé ce 24 décembre 1969 à Aubusson? C'est le soir de Noël. Chez les Cousty, le sapin est dressé, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Pour la petite Michèle Cousty, ce réveillon s'annonce lugubre. Sa maman est clouée au lit avec une forte fièvre. André Chambon est médecin. Il était de garde ce soir de Noël et s'est rendu au domicile des Cousty pour examiner la malade. Eh bien, ce 24 décembre, c'était, oui,
On était en pleine épidémie de grippe en Creuse. Et le matin, j'avais été appelé, entre autres, parce qu'on avait à peu près une 50aine de visites par jour à ce moment-là. J'avais été appelé pour une malade que je ne connaissais pas et que je suis allé voir et qui s'est révélée être Madame Cousty. Et je l'ai trouvée alitée, avec de la fièvre et des symptômes qui paraissaient banaux, comme on en rencontrait en quantité tous les jours. Le médecin prescrit un traitement d'usage et recommande le repos. Ginette Cousty garde la chambre. Le soir venu, la petite Michel apportera un bouillon à sa maman avant que celle-ci ne plonge dans le sommeil. Un sommeil éternel. Le 24 décembre au soir, Ginette Cousty née Freland, 37 ans, décède. Il est 23 h quand Bernard Cousty donne l'alerte. Ça n'est que le soir, très tard, au moment où on entamait un petit réveillon avec mon épouse, que j'ai été appelé pour aller voir cette Madame Cousty. Elle avait eu comme un malaise et que son mari croyait peut-être bien qu'elle était morte. J'étais surpris parce que c'était une femme jeune. Je ne connaissais pas ses antécédents puisque je la voyais pour la première fois. Mais enfin, c'était surprenant. Et donc, je m'y suis rendu. Je suis arrivé dans une maison en pleine fête de Noël, avec l'arbre de Noël, les jouets, les guirlandes, la petite fille dans un coin, et le mari. Et effectivement, cette malade était bien morte. J'ai été très surpris, je l'ai examinée sérieusement. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Mais néanmoins, j'ai dit à M. Cousty que cette mort me paraissait bizarre et que j'avais besoin de réfléchir avant de lui délivrer le certificat d'inhumé. À Aubusson, rien ne laisse penser que Bernard Cousty ait pu souhaiter la disparition de son épouse Ginette. Mais par acquis de conscience, le docteur Chambon demande à la police une enquête de moralité sur les Cousty. Tout me paraissait normal là, après le rapport de police. Cet homme paraît au-dessus de tout soupçon, il rentre régulièrement chez lui à la maison, il a d'autres travaux ménagers, il a une très bonne réputation, on ne lui connaît pas de liaison. Et si bien que finalement, j'ai signé le certificat de décès dans mon bureau, en présence de M. Cousty et en présence aussi du commissaire de police. Ginette Cousty sera enterrée dans l'intimité et pleurée comme il se doit par Michel, sa petite fille, et Bernard, son mari. Un veuf qui pousse le machiavélisme à son zénith en déposant sur la stèle de la défunte une gerbe de fleurs et ces quelques mots « À ma chère Ginette ». Difficile de croire que les décès à 2 mois d'intervalle de Ginette Cousty et de René Balaire sont fortuits. Ça se conjuguait entièrement, oui. La mort de Madame Cousty et la mort de Balaire, finalement, ça faisait... C'était l'équation qui était résolue. D'un côté, le mari disparaissait, de l'autre côté, la femme disparaissait. Donc, les deux qui étaient concernés allaient avoir le champ libre. Confondu pour le meurtre de René Balaire, Cousty va s'affranchir du second crime qu'il a sur la conscience pendant un interrogatoire avec le juge d'instruction. Il a eu le temps de me raconter beaucoup sur sa liaison avec Madame Balaire, la façon dont il l'avait connue, et puis la façon dont ils ont dit, ben voilà, on va créer une nouvelle cellule familiale, n'est-ce pas, mais qui passe par l'assassinat du mari gênant. Des heures et des heures d'interrogatoire, on relit le PV de façon à ce qu'on s'entende bien, que je n'ai pas dit des choses qu'il n'avait pas dit. Bon, on est d'accord. Il signe tout ça. Je ne sais combien de pages d'interrogatoire. Et ça a été un coup de théâtre, comme j'en ai vu peu dans ma carrière d'ailleurs. Mais il me dit voilà, ça vous le savez sans doute pas, mais moi j'ai tué ma femme.
Quand il y a eu ensuite une autopsie, à part, paraît-il, on a dit que ça sentait l'éther quand on a ouvert le cercueil, et ça c'est très possible, mais c'est surtout les examens toxicologiques qui ont fait apparaître la vérité. Si mes souvenirs sont bons, il l'aurait étouffé sous un oreiller sur lequel il avait renversé un flacon d'éther, qu'il lui avait appliqué sur la bouche, voilà. Alors comme elle était dans un état respiratoire, c'est certainement pas fameux, puisqu'elle était grippée, avec peut-être des troubles de la respiration, elle est morte étouffée et asphyxiée à l'éther. Dans cette Creuse des années 70, les valeurs familiales sont profondément ancrées. Elles sont fondamentales. Le divorce est impensable. Le patriarche se doit d'être quelqu'un de parfaitement respectable. En d'autres termes, il peut tromper, mais certainement pas quitter. Yvette aime Bernard, Bernard aime Yvette. Ils sont mariés, mais pas l'un à l'autre. Cette équation dans les années 70 est insoluble. La législation sur le divorce en est à son balbutiement. La vague de libération sexuelle insufflée par les événements de 68 n'a pas vraiment révolutionné ni les textes de loi ni les mentalités. La constatation est encore plus vraie dans certaines régions de France. Dans la Creuse profonde, la libération sexuelle, elle n'existe pas tellement. Ce sont, malgré tout, c'est quand même une mentalité paysanne. Mentalité paysanne, c'est la fratrie, c'est la tribu, c'est la famille. C'est le doyen qui préside à table, c'est encore ça quand même, c'est rustre. En 1970, les couples mariés sont quasi enchaînés. Guy Hervy, avocat de Bernard Cousty, reprendra cette idée de rupture impossible comme élément à décharge pour son client. Balère refusait le divorce. Le divorce aurait entraîné d'ailleurs des complications financières puisqu'il fallait partager une communauté avec un fonds de commerce, etc. C'était compliqué. Et par conséquent, je veux bien croire que rapidement, dans l'esprit de Cousty et de Madame Balère, il y avait le sentiment que à moins du décès de Balère, il n'y aurait pas de divorce. C'est la preuve d'une impossibilité de réfléchir au-delà de ces normes sociales de l'époque. En 1970, 40 000 couples environ se présentent devant les tribunaux pour officialiser une rupture. Ils sont 130 000 en 2005. Tous les sociologues l'attestent, 1970 marque une envolée de la désunion républicaine, mais la procédure reste fastidieuse. À cette époque, on ne divorce que pour faute. C'est vrai qu'il y a une envolée du divorce à partir de 1970 parce que des situations ont été bloquées pendant des années à cause des freins dont nous parlions tout à l'heure, et qu'à partir de 1970, les gens ont voulu à toute force divorcer, même quand ils n'avaient pas grand-chose à se reprocher, au point qu'ils s'envoyaient des lettres d'injures qu'on produisait devant le tribunal pour montrer que chacun avait des torts. Et en 1975, il y a la réforme du divorce qui va faciliter, qui va inventer le divorce pour rupture de la vie commune au bout d'un certain temps. L'époux, même s'il est en tort, peut imposer le divorce à l'autre dès lors qu'il n'y a plus de vie commune. Depuis, à l'époque, c'était 6 ans. Mais la passion adultère d'Yvette et de Bernard est précoce. En 1970, les textes de loi ne leur sont pas favorables. Divorcer, c'était compliqué quand l'époux innocent, celui qui n'avait rien à se reprocher, ne voulait pas divorcer. Parce qu'on ne divorçait que pour faute. Par conséquent, il fallait qu'un des époux fasse des reproches à l'autre et en apporte la preuve. S'il ne voulait pas faire de reproches, bien que connaissant la liaison, eh bien, le divorce n'était pas possible. Et de son côté, Yvette Balère n'avait rien à reprocher à son mari. René Balère est surtout et manifestement très indulgent. Il aura fait moult concessions pour sauver son mariage, même la plus intolérable, accepter l'infidélité de son épouse. Elle voulait divorcer. Lui, Balère, s'y était opposé. Un divorce, c'est mal vu. C'est mal vu par le voisinage. Enfin, pour l'homme, c'est souvent le pauvre homme. Eh bien, elle y en a fait voir. Et la femme, généralement, c'est une garce quand elle divorce. C'est pas parce que le couple ne s'entend pas. Ça peut pas exister, ça. Et préfère peut-être la partager que de la perdre. Ça aurait été difficile pour M. Cousty d'une part, Mme Balère de l'autre, d'obtenir des divorces dans des délais courts et de les obtenir. Ils les auraient obtenus peut-être à la fatigue, si je puis dire, hein, mais certainement à leur temps exclusif.
avec tout ce que ça suppose. Parce que cette pauvre Madame Cousty, apparemment, n'avait rien à se reprocher. Alors son mari serait venu demander le divorce, et je leur ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez reproché à votre femme? Bon, admettons qu'on les fasse divorcer, ça aurait été à ses torts exclusifs, très probablement. Tandis qu'un veuvage, c'est tout différent. Et c'est Bernard Cousty qui va se charger du grand ménage. Il n'avait pas froid aux yeux et il avait quand même, je pense, le mépris de ce qui le dérangeait, quoi. Sa femme, qui était souffreteuse, qui se plaignait tout le temps, etc., il la méprisait très certainement. Et Baller, qui était un guignol mené par le bout du nez par son épouse, n'avait sans doute pas beaucoup d'estime pour lui. Pour mener une vie commune, et au vu de tout, c'est normal avec Madame Baller, ou bien il y avait le divorce, mais avec tous les inconvénients, ou bien alors il fallait l'éliminer, il fallait éliminer le mari est le gêneur là-dedans, comme avait été l'épouse d'ailleurs. Il y avait deux gêneurs, quoi. On peut admettre la passion, mais une passion qui va à ce degré pour s'exprimer, c'est une horreur. Que des gens aient pu arriver à ce degré d'inconscience. Parce que là, c'est une perte de conscience, une perte de la réalité et une perte de leur honneur tout de même. Cette affaire a défrayé la chronique et inspiré un grand réalisateur. Claude Chabrol, cinéaste creusois, a repris le scénario de ce fait divers pour réaliser Les Noces rouges, un film qui sort en 1972, au moment même où s'ouvre le procès des amants diaboliques. Je sais bien que ce sont nos derniers moments de séparation. Bientôt, nous pourrons être ensemble, en pleine lumière, et pour toujours. Mais est-ce pour être ainsi séparés, ainsi torturés, que nous avons fait ce que nous avons fait? J'ai peur que vous soyez des assassins. Tais-toi, mon chéri, tais-toi. Je t'en supplie, tais-toi. Tiens le coup, ma chérie. Tiens le coup. Oui. J'ai lu donc cette histoire et je me suis dit, dans un chien, je suis allé dans cette quincaillerie, ça bien entendu. Donc j'ai vu la mère Yvette, je l'ai vue, mais avant bien entendu qu'elle soit prise en main par Cousty. Moi, je pense franchement que c'est lui qui a dû mener la barque quand même. Mais je crois qu'ils étaient vraiment épris, Cousty et Yvette. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir des gens capables de tuer. Agatha Christie disait une chose assez profonde, elle disait tout le monde sans doute est capable de tuer, mais très peu sont capables de tuer. Bon, c'est formidable, parce que c'est vraiment ça, quoi. Mai 1972, le procès des amants diaboliques s'ouvre devant la cour d'assises de Limoges. Les jurés auront-ils une quelconque indulgence à l'écoute du récit de cette passion contrariée, de cet amour dans l'impasse, qu'il n'est possible de vivre au grand jour, selon les accusés, qu'après ce double meurtre? 29 mai 1972, les Bourgagnoux et bien d'autres curieux creusois ont fait le déplacement pour décrocher un ticket d'entrée au tribunal de Limoges. La salle des pas perdus est en effervescence pour ce procès qui fait date dans les annales judiciaires. Les plus grands ténors du barreau vont assurer la défense des amants diaboliques. On attend l'audition de 23 témoins, dont le fils, Gérald Baller, celui par qui le scandale a éclaté, mais également Mireille Madoumier, une visiteuse de prison venue témoigner en faveur d'Yvette Baller. Elle m'avait émue parce que je pense qu'elle avait été entraînée par sa passion folle qu'elle avait pour Cousty. C'est ce qu'on peut appeler un coup de folie, la passion. Yvette et Bernard arrivent au tribunal conspués par une foule vengeresse venue entendre une sentence capitale.
C'est évident pour Cousty que la peine de mort sera demandée dès la première minute du procès, mais même avant. Il y avait ce que j'appellerais des quarts de supporters qui venaient de Bourganeuf, remplis de personnes qui venaient pour hurler à mort à chaque fois que Cousty apparaissait sur les marches du palais, chaque fois qu'il rentrait au palais de justice, etc. Les deux amants sont certainement pour la dernière fois de leur vie unis, mais dans le box des accusés. Cette proximité est toute relative, hier amoureux et perdus, ils scellent aujourd'hui leur désunion devant les 9 jurés de la cour d'assises qui vont décider de leur sort. Madame Baller a toujours tenté de se défausser, expliquant, d'ailleurs elle a été longue à admettre sa véritable culpabilité. Elle a soutenu, et jusqu'au bout, que Cousty lui avait un peu forcé la main et qu'elle avait subi plus qu'elle n'avait participé aux faits. Et Cousty a à peu près confirmé cette position à Limoges. Manifestement, il était encore très épris d'elle et il essayait de lui faire obtenir une peine minimum. Le président Delpuech, qui mène les audiences, place d'abord Cousty sur la sellette en lui demandant quelques explications sur la mort de son épouse. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer mon épouse, Monsieur le Président. J'ai juste versé un peu d'éther sous son oreiller pour lui procurer un bon sommeil. Le professeur Le Breton, médecin légiste, entre alors en scène. Il est questionné par l'avocat de Cousty, le bâtonnier Charrière. Croyez-vous, monsieur le professeur, que cette dose d'éther était suffisante pour entraîner la mort de Madame Cousty? Il est probable qu'additionnée au barbiturique dont j'ai décelé la présence dans les viscères, cette dose d'éther ait été mortelle. C'est un coup dur pour Cousty. La question se pose maintenant de savoir comment sa femme a ingurgité ses barbituriques. Cousty n'a pas voulu reconnaître qu'il avait impliqué sa fille dans ce crime. Il y a là une petite fille qui a peut-être, malgré elle, et de façon toute innocente, toute pure, c'est ça qui est atroce, n'est-ce pas, dans l'affaire, que peut-être c'est elle qui a aidé à tuer sa mère, en lui portant un bouillon. Le professeur Le Breton doit encore rendre devant la cour les conclusions accablantes du rapport d'autopsie du corps de René Baller. Il est formel. La victime était bien vivante au moment de l'incendie parce que son sang contenait de l'oxyde de carbone. Là, c'est encore pire. Voilà un homme qui est abattu, que l'on colle dans une voiture, qui n'est pas véritablement mort et que l'on fait brûler vif. C'était l'horreur absolue. Je comprends qu'ils se soient défendus l'un et l'autre de ce problème. Très rapidement, elle a essayé, elle, de tirer son épingle du jeu, en le chargeant autant qu'il était possible et autant qu'elle le pouvait. L'union sacrée des deux amants n'est plus de mise. En 1970, les tribunaux français prononcent toujours des condamnations à mort. Yvette Baller joue la victime et se drape d'innocence. Monsieur Cousty affirme avoir évoqué avec vous le projet d'éliminer votre mari, Monsieur Baller. Est-ce vrai? C'est vrai, Monsieur le Président, mais j'ai repoussé cette idée avec horreur et je ne pouvais pas me douter qu'il allait mettre ce projet à exécution. Je l'ai considéré jusqu'au bout comme une cabotine. Et puis une femme de peu de valeur, finalement. Dans le match qui oppose les deux anciens amants, c'est maintenant l'heure de l'audition du fils, Gérald Baller. Je peux vous affirmer, Monsieur le Président, que ma mère était soulagée quand je lui ai annoncé ma décision d'écrire au procureur de la République pour lui demander l'ouverture d'une enquête. Ma mère est innocente, elle n'a pas tué mon père. Fin de cette première journée de procès. La presse se déchaîne. Yvette Baller passe plus pour la victime que pour l'instigatrice. Cousty, lui, semble désigné comme le seul coupable. Reprise du procès, les avocats vont commencer leur plaidoirie. Au cours de son réquisitoire, Maître Beer, l'avocat général, va s'employer à identifier les responsabilités de chacun. Le silence de Madame Baller est à lui seul un crime.
Elle connaissait les intentions de son amant et n'a rien dit. Quant à Cousty, sa responsabilité ne fait aucun doute, il a tué 2 fois. C'est pourquoi, messieurs les jurés, c'est la peine de mort que je vous demande de prononcer contre cet homme et contre sa complice, 20 ans de réclusion. Les avocats de la défense peinent à convaincre. La passion amoureuse, l'impossibilité de divorcer ne peuvent justifier un double homicide. 90 minutes suffiront aux 9 jurés pour délibérer et sceller le destin des amants diaboliques. 10 ans de réclusion criminelle pour Yvette Ballaert et peine de mort pour Bernard Cousty. Je me souviens, moi, quand nous avons été, nous avons été condamnés à mort. Quand Cousty a été condamné à mort, je me souviens que Charrière m'a remonté le moral, quoi, en me disant on a fait tout ce qu'on a pu. Et ce n'est pas fini. Car Maître Charrière, Hervy et Bonenfant, les avocats de Cousty vont demander devant la Cour un pourvoi en cassation pour vice de forme. Seul leur client sera rejugé. Yvette Ballaert se contente de sa peine de 10 ans et se garde de faire appel. Mars 1973, Bernard Cousty se présente devant les assises de la Gironde. Il espère échapper à la peine capitale. Son ancienne maîtresse, Yvette Ballaert, est entendue comme témoin. Et la peine de mort a été requise à Bordeaux comme à Limoges. Tout se rejouait dans les mêmes conditions, mais il y avait des inconnus, et en particulier l'attitude de Madame Ballaert. Et il est apparu là désagréable, méchante, odieuse. Et ses arguments pour charger Cousty n'ont pas porté. Ça s'est émoussé, c'est tombé sur le pavé sans relief. On a seulement vu une femme remplie de haine, de regret, mais de haine pour cet homme. Mais ce qui l'a sauvé véritablement, alors là, c'est la plaidoirie de Maître Bonenfant. Ça, c'est un souvenir inoubliable. Il s'est tourné vers Cousty. Il lui a dit « Je vous demande de me pardonner à l'avance ce que je vais dire, mais il faut que je le dise. » Et il s'est tourné vers la cour. Et il a parlé d'une exécution, mais ça a été quelque chose de fantastique, de terrible, de terrifiant. La description du personnage qu'on amène, qu'on va réveiller, qu'on amène, auquel on coupe les cheveux, qui ne comprend pas bien tout de suite ce qui va lui arriver et qui finit par le comprendre, auquel on coupe le col de la chemise, qu'on ficelle d'une certaine façon pour qu'il soit un peu tendu, qu'il puisse relever la tête comme il convient, puis les mouvements qu'il a une fois que la tête est tombée, ça a été une description, mais véritablement épouvantable. Je crois que pour chaque personne qui doit juger, quand on lui représente ce que constitue cet assassinat, puisqu'il s'agit d'un crime, d'un meurtre, disons, avec préméditation, ce qui constitue cet assassinat, il recule devant la responsabilité. Et c'était le mérite de Christian Bonenfant d'avoir fait reculer les jurés. Après avoir été frappés par l'horreur de ces 2 crimes, ils ont été frappés par l'horreur de ce qu'on leur demandait finalement. Il y a un élément qui est fort, très fort dans cette affaire, c'est la passion amoureuse qui est extrêmement puissante et qui a sans doute empêché Cousty de réfléchir. Grâce à ce deuxième procès, Bernard Cousty sauve sa tête. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Même si de nos jours, l'amour peut encore conduire au meurtre, depuis la loi de 1975, les procédures de séparation sont à la fois plus simples et plus rapides. Les divorces sont devenus aujourd'hui monnaie courante. En d'autres termes, on peut toujours tromper et plus facilement quitter.